Bonjour tout le monde. Je suis ravi et honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je vais suivre ce qui a été annoncé par rapport à la thématique. Ce que je vous propose, c'est trois axes de réflexion, de partage d'idées. Le premier, c'est sur toute la couverture et sur les images, sur la terminologie, sur les questions de terrorisme, de comment qualifier Hamas, djihadisme, Daesh, etc. en premier lieu, et ce que cela révèle aujourd'hui, comment ça a contribué dans un sens à la déshumanisation des Palestiniens et à la banalisation de la barbarie qu'ils subissent. Je parlerai après de la terminologie, comment on a qualifié ce qui se passe à Gaza depuis le 8 octobre ou le 9 octobre, la question du génocide, la convention, la question de la prévention, la question déjà d'un risque de génocide nécessite d'évoquer le sujet et non pas de l'éviter comme ça a été le cas par rapport aux politiques, aux médias et par rapport à beaucoup aussi de chercheurs qui disaient que tant la Cour internationale de justice n'a pas tranché, on ne peut pas utiliser le terme. En fait, c'est l'inverse, puisqu'elle a considéré qu'il y a le risque que cela arrive et qu'il soit en train d'arriver. Et puisqu'il y a la convention de la prévention du génocide, il faut tout faire pour évoquer le sujet afin que toutes les mesures nécessaires soient faites pour qu'il ne se poursuive pas. Et enfin, comment, ce que j'ai qualifié une fois, comment vivre avec un génocide. Comment nous sommes tous et toutes en train de vivre avec un génocide et comment comprendre la violence aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que cette violence est devenue tellement presque familière sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sans que les décideurs, sans que certains États, sans que même certaines consciences humanistes pendant un moment ne se considèrent affligées ou concernées par cela. Alors, il y a eu une tendance dès le 7 octobre par les médias, par les politiques, de désinscrire le 7 octobre du temps long, de considérer que l'histoire a commencé le 7 octobre et qu'il ne faut parler que du 7 octobre. Et malheureusement, beaucoup d'universitaires, de chercheurs sont tombés dans le piège, bien que une de leurs tâches, c'est toujours de contextualiser, c'est toujours d'expliquer le temps long, et contextualiser ne veut pas dire justifier certains actes, et on va en parler, mais essayer de faire comprendre, essayer d'expliquer pourquoi nous sommes arrivés là, pourquoi le 7 octobre a eu lieu, quels sont les qualificatifs de ce 7 octobre et quels sont en même temps les crimes de guerre, peut-être les crimes contre l'humanité qui ont été commis ce 7 octobre. Il y a eu dès le début une volonté d'occulter cette question, juste de parler la barbarie du 7 octobre, le pogrom du 7 octobre, l'attaque antisémite du 7 octobre, et de censurer toute autre parole et toute autre contextualisation, toute autre explication. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'à la fois, ça marginalise le droit international, si on est juste dans un pogrom, point. Le droit international est mis de côté, la question de l'occupation est mise de côté, la question de droit de la guerre ou des conventions de Genève devient aussi marginale, et tout ce qui vient après, c'est une réaction légitime face à cette horreur qui a eu lieu. Donc ça a été presque un mot d'ordre pendant très longtemps, et ça a pris du temps pour que beaucoup de voix courageuses s'élèvent et commencent à imposer un autre débat. Mais encore une fois, la terminologie et la crainte de tomber dans certains pièges terminologiques a poursuivi beaucoup de personnes avec toutes leurs bonnes intentions. Par exemple, la question qui a été donnée tout à l'heure, la question du terrorisme. Alors, selon les classifications des mouvements non étatiques dans les Nations Unies, il y a 3 mouvements terroristes uniquement. Ils sont précisés, on peut les consulter sur le site. Il y a évidemment Daesh, l'État islamique, il y a Al-Qaïda, et troisièmement, il y a le mouvement Al-Shabaab somalien. Pourquoi Al-Qaïda et Daesh? Alors, parce que leurs actes ont souvent, voire toujours, ciblé des civils, dans une logique qui n'est ni territoriale, ni nécessairement politique.
C'est-à-dire, ils frappent à Paris, ils frappent à Londres, et ils ont frappé en Irak, en Syrie, en Iran, en Afghanistan, en Libye, au Mali. Ils frappent pour des raisons qu'on peut expliquer, sans justifier évidemment, mais pour aussi, je vais le faire, la distinction entre djihadisme et islamisme. Donc, ces deux organisations, Al-Qaïda et Daesh, sont considérées terroristes, vu la série d'attaques qu'elles ont menées contre des civils sans logique territoriale, partout où cela était possible pour elles, avec évidemment des justifications reliées au djihad ou à une certaine guerre sainte qu'elles considèrent visant les ennemis de l'islam, ceux qui ont attaqué des musulmans, soit en Syrie, soit en Irak, soit en Afghanistan. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que ni Daesh ni Al-Qaïda n'ont évoqué pendant des années la Palestine comme une justification. Osama Ben Laden a parlé de la Palestine après le 11 septembre comme étant une cause centrale. Avant cela, ce n'était pas souvent le cas. Daesh, très rarement. Mais ces deux-là, donc, sont terroristes. Troisième groupe, c'est Al-Shabaab de Somalie, parce qu'il s'est attaqué aux Nations Unies là-bas, parce qu'il s'est attaqué, ou il est accusé comme mouvement d'attaquer des civils en Somalie même, mais autour également. Hamas, Hezbollah, le djihad islamique, comme il a été rappelé, ne sont pas dans des listes des Nations Unies. Il y a des listes par rapport à certains acteurs politiques, donc à des États, à l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Argentine, dans le cas du Hezbollah, vu une certaine attaque qui a eu lieu à Buenos Aires. Donc il y a des pays, des entités qui classifient pour des raisons politiques, juridiques. Il y a des justifications qui peuvent être contestées ou pas, mais ce n'est pas un terme juridiquement nécessaire pour qualifier le Hamas. Ça, c'est de un. De deux, même dans le droit international, dans les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève, ou les conventions sur la prévention et la répression du génocide, ou sur toutes les conventions qui essayent de gérer le droit de guerre, ou même les situations de violence, même s'il n'y a pas un cadre guerrier, le terme terrorisme n'est pas un terme juridique, il est un terme politique, il qualifie une certaine action qui cherche à terrifier, à terroriser l'ennemi, qui peut être visant des civils ou pas, mais ce terme-là n'existe pas. Donc, si certains veulent qualifier une partie des attaques du 7 octobre comme des attaques terroristes, étant donné qu'elles ont visé des civils israéliens dans les kibbutz ou dans la rave party autour de Gaza, ça c'est légitime, ça peut être débattu. Est-ce le meilleur terme pour qualifier ces attaques-là ou pas? C'est un autre sujet. Mais il y a une partie du 7 octobre, moi je pense qu'il ne faut pas être timide là-dessus, elle a visé des positions militaires israéliennes qui encerclent et qui étouffent et qui bombardent Gaza depuis des années, et il n'y a rien d'illégitime dans l'attaque contre des soldats dans des positions militaires. Même si ce n'est pas un cadre tout à fait défini, est-ce que le Hamas est un mouvement de libération nationale, de résistance ou pas, ça reste aussi, encore une fois, un débat politique, mais attaquer des soldats est une opération guerrière. Donc il y a une phase du 7 octobre, celle qui a visé les positions militaires israéliennes, qui est légitime, et tout ce qui a dépassé le cadre militaire, visant des civils en tant que civils. Dans les conventions de Genève, la question est claire, ce sont des crimes de guerre. Après, il faut aller enquêter, il faut appeler la CPI, il faut appeler toutes les instances capables d'enquêter, de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'on qualifie cela de crime de guerre, de crime contre l'humanité, comme Karim Khan, le procureur, a laissé entendre. Il a fait un parallèle avec ce qui s'est passé depuis, donc les crimes commis par Israël à Gaza quand il s'agit des civils palestiniens. Donc je pense qu'on peut très bien être clair dans cela par rapport au droit international et par rapport à la question de la légitimité des opérations militaires, même avant de nous positionner politiquement.
Mais les médias ont tout de suite essayé de changer la donne et imposer une terminologie, un certain lexique, et malheureusement aussi dans des cadres universitaires, il y a eu la même censure et parfois l'autocensure. Et évidemment cette question de l'apologie du terrorisme qui touche encore des collègues et des personnes actives en France pour une publication, pour un article, pour avoir partagé des photos, etc. Il faut la combattre parce que ça fait partie de tout un climat qui cherche à imposer le silence et donc la complicité avec ce qui se passe à quelques heures d'ici. Daesh, Daeshisation, djihadistes, islamistes, on a tout mis dans le même panier. Alors pour faire très simple et très court, pour distinguer islamistes et djihadistes, étant donné qu'on a des modèles de djihadisme comme Daesh et Al-Qaïda, les djihadistes sont dans un discours, dans un logiciel, dans une pratique qui ne s'inscrit ni dans la territorialité d'un conflit, ni dans la temporalité politique. C'est-à-dire Daesh ou Al-Qaïda peuvent frapper partout où cela convient, selon leur logique. Il n'y a pas un cadre territorial, un cadre national pour leurs opérations, et il n'y a pas une temporalité politique. Ça peut arriver pour différentes raisons qui peuvent rester demeurées pendant des années, des décennies. Dans le cas du Hamas, c'est un mouvement islamiste, mais qui n'a jamais opéré au-delà du territoire de la conflictualité qu'on appelle israélo-palestinienne ou au-delà de la terre palestinienne, des territoires occupés et l'intérieur israélien. Il n'a pas été frappé en Europe, il n'a pas été frappé en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Il est resté dans le cadre territorial du conflit israélo-palestinien. Il a une présence évidemment dans les camps de réfugiés palestiniens en Syrie, au Liban, en Jordanie et ailleurs, politiques comme parfois miliciennes, militaires, mais cela déjà le distingue. La deuxième chose, c'est encore une fois la temporalité. Donc il s'inscrit dans le cadre palestinien. Il n'est pas dans le cadre d'un djihad musulman ou islamique qui cherche les ennemis de l'islam pour aller régler des comptes avec eux. Il est en train de se battre contre les Israéliens pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, c'est-à-dire l'occupation. Après, encore une fois, quand la résistance dépasse le cadre des attaques militaires et quand elle vise des civils, on peut parler de crimes de guerre. On revient aux conventions de Genève, aux règles de la guerre. Encore une fois, c'est autre chose. Mais ce n'est pas un mouvement djihadiste. En plus, il est issu de la mouvance des frères musulmans. Il n'est pas dans le salafisme djihadiste ou dans le refus des doctrines qui s'inscrivaient de plus en plus dans des cadres nationaux, qui cherchaient à gagner le pouvoir, les élections. Il a un logiciel, il a une référence idéologique islamique, certes. Il veut construire une société islamique en Palestine, certes, mais il n'est pas dans le cadre djihadiste. Donc cette idée d'une alliance contre Hamas comme l'alliance qui a eu lieu contre Daesh est absurde et en plus criminalise déjà les Palestiniens parce que imaginez envoyer des troupes françaises officiellement pour participer à une guerre génocidaire qui est en cours. Donc il y avait quelque chose de très bizarre dans cette déclaration qui a après été rectifiée ou qui a été retirée. Après le refus donc de la contextualisation, après cette volonté sémantique, cette volonté de modifier les termes et d'utiliser terrorisme, djihadisme, etc., il y a eu l'instrumentalisation de l'antisémitisme, qui a également terrifié beaucoup de gens. Parce que là, il faut toujours garder les nuances, il faut toujours garder les distinctions qui sont déjà assez claires entre l'occupation coloniale qui est devenue génocidaire israélienne et toute la question de l'antisémitisme instrumentalisée. Et ce qui est en plus très dangereux, c'est qu'elle est devenue tellement banalisée
À droite et à gauche, on utilise ce terme pour disqualifier, pour critiquer, pour insulter. On l'a vu lors des élections. C'est devenu scandaleux, en fait, de banaliser un phénomène extrêmement dangereux, les criminels de notre histoire contemporaine, et le rendre un outil politique sur des plateaux de télévision ou entre des forces politiques qui se lancent parce qu'il y a eu des discours différents par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et d'ailleurs, il faut toujours, je pense, répondre à cela aussi, c'est que plus aujourd'hui, dans la carte politique du monde actuel, plus on est antisémite idéologiquement, plus on est pro-israélien. Qu'on commence avec nos voisins européens, de Orban, à l'extrême droite polonaise, qui est même négationniste, à beaucoup de formations d'extrême droite italienne, à l'extrême droite française, à Donald Trump et une partie de sa base sociale aux États-Unis, à Bolsonaro et une partie de sa base sociale au Brésil. Il y a énormément de mouvements qui ont baigné idéologiquement et politiquement et socialement dans l'antisémitisme européen et américain pendant des décennies, qui aujourd'hui essayent entre guillemets, de se blanchir de cet antisémitisme en soutenant à fond l'extrême droite israélienne qui leur ressemble d'ailleurs. Qui leur ressemble, qui est suprémaciste comme eux, qui est raciste comme eux, aussi, il faut dire que leur haine des musulmans peut-être a dépassé la haine des juifs. Donc il y a un phénomène de remplacement. Et tant qu'il y a des juifs loin de là, qui tapent sur des musulmans loin de là, on les soutient. Et je pense en fait qu'au fond aussi, par rapport à l'antisémitisme, ils préfèrent, encore une fois entre guillemets, ils préfèrent que les juifs soient là-bas, éloignés, et qu'ils tapent sur des indigènes, sur des Palestiniens, sur des musulmans. Donc le phénomène du racisme est resté là, et ils essayent de le camoufler, de le modifier, de montrer à quel point ils sont attachés à la sécurité d'Israël. L'extrême droite française, chaque jour, sur chaque plateau, à chaque fois qu'une télécommande passe d'une chaîne à l'autre, il y a quelqu'un qui parle de l'antisémitisme de la gauche. C'est hallucinant. Et donc, évidemment, le cadre gazaoui et cette guerre a fait surgir tout cela et toute cette volonté de modifier les choses, de changer les véritables rapports et les véritables discours et d'utiliser, d'instrumentaliser l'antisémitisme pour des fins politiques lâches et écœurantes. Souvent aussi dans le récit médiatique qui nous a été imposé, et on a été bombardé par ces chaînes de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est aussi un phénomène extrêmement dangereux, vu la répétition des mêmes termes, des mêmes volontés de censurer, d'utiliser telle et telle qualification, etc., des groupes. On a souvent dit que, mais dans les années 90, en fait, Hamas a tué le processus de paix. On peut discuter du fait que, oui, il y a eu les opérations, là, les explosions, les opérations suicidaires ici et là qui ont créé dans les années 90 certainement beaucoup de tensions et énormément de crispations au sein de la société israélienne et même du côté palestinien. Mais jamais on a évoqué le fait qu'un extrémiste juif a assassiné Yitzhak Rabin, qui est toujours considéré le héros de la paix, etc. On n'a jamais rappelé que les descendants de la même tradition politique et de la même idéologie politique de ceux qui ont assassiné Rabin siègent aujourd'hui au gouvernement israélien actuel. Ils avaient tué le processus de paix. Il y a des déclarations qui peuvent toujours être trouvées sur le web de Benjamin Netanyahu, de Ariel Sharon dans le temps, qui évoquaient la nécessité de tuer Oslo déjà en 1994 et en 1995, juste avant l'assassinat de Yitzhak Rabin par un extrémiste juif dont les descendants sont Itamar Ben-Gvir, sont Smotrich et compagnie. Donc, encore une fois, c'est une volonté d'occulter l'histoire et toute la démarche qui nous a amenés vers la situation actuelle en réduisant la question à un antisémitisme du Hamas et de ceux qui peuvent ou osent expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ça, c'est, je pense, très important à toujours rappeler et à essayer de trouver les arguments sans censure, sans autocensure. Le 7 octobre, une partie est légitime contre des positions militaires, une autre peut être qualifiée de crime de guerre.
On attend l'enquête de Karim Khan et de la CPI ou d'autres instances par rapport aux civils israéliens des kibbutz et de la Rave Party. Point. Après, ce qui se passe à Gaza depuis, et là je rentre dans la deuxième thématique, celle qui a été annoncée, comment il a montré une autre phase de la guerre coloniale israélienne qui est devenue aujourd'hui à Gaza une guerre génocidaire. Parce que moi je pense toujours que ce qui se passe en Cisjordanie pour le projet israélien, pour le projet sioniste aujourd'hui est encore plus important. Mais avec ce qui se passe à Gaza, cet anéantissement de Gaza, cette volonté de rendre la vie impossible à Gaza, il y a beaucoup d'études qui montrent que pendant des décennies ça va être très difficile de vivre à Gaza pour différentes raisons qu'on va évoquer. On est passé d'une guerre coloniale, comme ça a été la guerre dès la montée du projet sioniste en Palestine, et puis avec la déclaration de Balfour, puis avec 1936, et puis évidemment avec la Nakba et avec la création de l'État d'Israël, on était dans une logique à la fois d'expansion coloniale, et pour ceux et celles qui répondent tout de suite « Ah, mais quand vous dites qu'Israël c'est un projet colonial, ça veut dire que vous voulez la destruction de ce projet-là, donc la décolonisation veut dire en finir avec l'État juif ou l'État israélien. » Alors très clairement, pour expliquer pourquoi on a utilisé cette question d'un projet colonial, parce que toute l'histoire du sionisme en Palestine s'est accompagné par une occupation et un projet britannique. Il est vrai qu'ils avaient commencé déjà avec les Ottomans, il y a eu des visites, essayer de les convaincre, de leur permettre de s'installer pour des raisons reliées à l'antisémitisme européen. Et il faut peut-être toujours un peu, j'essaie de temps en temps de le faire, de piquer un peu, mais les Européens en général, non, c'est un problème européen qui a été projeté là-bas et qui a servi à justifier des horreurs là-bas, et il était horrible ici. Mais toute l'histoire de la début de la colonisation, de l'arrivée des colons qui n'étaient qu'européens au début aussi, en Palestine, et avec l'appui des Britanniques, on ne pouvait pas, en tant que Palestinien ou quelqu'un de la région, ne pas penser à ce projet colonial. D'autant plus que toutes les initiatives politiques britanniques durant la Première Guerre mondiale s'inscrivaient toujours dans cette logique coloniale. Sykes-Picot avec la France, Balfour avec le mouvement sioniste. Avant cela, 1915 essayait avec les Italiens et les Russes de leur promettre soit Istanbul, Constantinople du côté russe, soit des terres turques du côté italien pour les garder dans l'alliance de la Première Guerre mondiale. Donc il y avait toute une logique coloniale britannique avec laquelle le projet sioniste s'est allié, et donc c'est une articulation coloniale qui s'est imposée en Palestine, et jusqu'en 1948, avec la création de l'État d'Israël, on était toujours dans cette logique-là. Et même après, on a continué, et on était dans ce que les historiens, à commencer par Khalidi, même s'il n'a pas été reconnu comme le plus légitime, ce n'est que plus tard, avec les nouveaux historiens israéliens, que le terme va être accepté en Europe, le nettoyage ethnique. Vous savez, ce débat-là sur le plan de nettoyage ethnique en Palestine, des historiens palestiniens l'avaient écrit bien avant les historiens israéliens. Mais il a toujours été moins considéré crédible parce que ce sont des Palestiniens, parce qu'ils sont émotionnels, c'est les indigènes, etc. Ce n'est que lorsque les historiens israéliens ont reconnu le plan d'Alet et son existence, et l'archive israélienne a montré que parmi les militaires, il y avait clairement une volonté de nettoyage ethnique, que le terme a commencé à circuler. Donc on était dans un nettoyage ethnique, modifier la démographie, chasser le plus grand nombre possible de Palestiniens, sans peut-être ce qu'on voit aujourd'hui, cette volonté d'éradiquer totalement, pas seulement le symbolisme palestinien, changer les noms des villes, des villages, modifier l'histoire, avoir un seul récit historique, mais même arriver jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, l'extermination physique presque totale. Donc on est passé de cette guerre coloniale, 67 c'est la même chose,
expansion territoriale, suivie d'un projet de colonisation à partir des années 70, mais qui est resté plus ou moins adopté par certains Israéliens, pas par tous les autres, certains qui voulaient rester dans les territoires de 48, d'autres qui ne voyaient pas de problème avec les territoires de 67. Jérusalem, évidemment, devient plus tard un consensus, la garder sous occupation. Mais là, on est passé vraiment à une autre phase dans cette guerre-là, parce que tout ce qu'on voit à Gaza aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'on a vu avant. Peut-être, on peut dire, certains amis palestiniens me disent, mais parce que les moyens ont changé, parce que le territoire est réduit et il n'y a pas une volonté de l'occuper. Donc on le détruit totalement, on le rend invivable. Il y a plusieurs logiques derrière ce qui se passe, mais de plus en plus, on a des termes qui peuvent expliquer cette volonté israélienne d'anéantir la vie à Gaza. Déjà, il faut se rappeler que Gaza, c'est un poids démographique qui, dans une logique d'un contrôle direct ou indirect de la Palestine historique, pose pour les Israéliens, je veux dire l'establishment politique israélien, un vrai problème. Gaza, la ville en plus, c'est la plus grande ville de la Palestine historique, démographiquement parlant. Vider Gaza ou détruire Gaza ou pousser une grande partie des habitants de Gaza sous les bombes, sous la famine, sous la torture psychologique comme physique, de partir ailleurs en Égypte ou dans un autre pays, est une obsession. Ce n'est pas récent, il y a eu beaucoup de discours autour de Gaza dans le temps. Rabin lui-même disait qu'il rêvait de se réveiller un matin et de voir la mer avaler Gaza, ce qui a inspiré un livre de Amir Haas, Drinking the Sea in Gaza. Et donc, il y avait déjà cette obsession de réduire la taille démographique de cette région-là, qui reste quand même assez lourde pour les Israéliens. Et le fait que très rarement on a parlé des Gazaouis ou des Palestiniens en général comme Palestiniens, mais plutôt comme Arabes, et malheureusement certains tombent dans le piège aussi en parlant des Arabes de 48, ce sont les Palestiniens de 48, parce que toute cette idée de nier l'identité palestinienne, ils peuvent aller dans n'importe quel pays arabe. Pourquoi rester là? Il y a 22, 23 pays arabes, nous on a un seul État. Ça c'est la rhétorique qu'on entend tout le temps par les Israéliens et les pro-israéliens. Donc pousser les Gazaouis en tant que Gazaouis d'aller en Égypte ou ailleurs. De toute façon, ils disent jusqu'en 67, c'était géré par l'Égypte, donc pourquoi ne pas y aller là-bas? La volonté de les faire partir. On est passé d'un politicide, dans ce sens-là, la négation de l'existence politique des Palestiniens et la volonté de liquider leur identité politique, voire de les liquider, un politicide. On est passé durant cette guerre à plusieurs cides, que ce soit l'urbicide, la destruction des espaces urbains, destruction totale. Ça n'a pas commencé à Gaza. Certains évoquent, si on parle des temps modernes, je ne vais pas revenir à la Deuxième Guerre mondiale, mais Grozny a subi un sort pareil par les bombardements russes. Alep en Syrie, où les quartiers est d'Alep ont subi un sort pareil. Certains quartiers de la périphérie de Damas ont subi un sort pareil. Donc il y a l'urbicide, la destruction d'un espace urbain qui le rend inhabitable. Et sa reconstruction nécessite énormément de temps, énormément de moyens, et peut-être elle n'est pas possible. Parce que les anciennes constructions, la vie des gens dans un tissu urbain tel qu'elle était organisée, ne va plus avoir lieu de la même manière, impossible. Et tout projet de construction va modifier une identité, va changer des choses, et si jamais il est financé correctement, avec des études pour essayer de préserver ce qui existait, l'âme des lieux, tout cela est risqué. Et l'urbicide, malheureusement, à mon avis, a eu lieu. La deuxième, à partir de là, c'est le domicide. On n'est pas seulement dans le cadre de la destruction de l'espace urbain, mais dans le cadre de la destruction de tout ce qui est de plus intime pour les gens chez soi, le domicile. Le domicile, dans ce sens-là, c'est la destruction des maisons des Palestiniens, du chez-soi palestinien, de là où on se sent en sécurité, où on appartient dans un sens, où il y a nos souvenirs, nos affaires, nos vêtements, les jouets de nos enfants, les lettres d'amour, les échecs qu'on a connus, les rêves brisés, les rêves réalisés. Donc détruire tout cela est d'une violence inouïe.
Et il y a des directives, ça a été publié même dans des sites israéliens. Je vous conseille le site Plus 972, qui fait un très bon travail. Parfois même les pages d'opinion ou certaines enquêtes du quotidien Haaretz font un bon travail. Et évidemment, il y a des organisations qui documentent Cisjordanie, donc B'Tselem et autres. Mais il paraît qu'il y a des preuves sur des directives données aux soldats. Les maisons qui n'ont pas été détruites dans certains secteurs, brûlez-les. Donc la destruction définitive du domicile, avec toutes les vidéos qu'on a vues circuler et qui ont récemment été arrêtées par l'armée, parce que c'était des soldats eux-mêmes qui prenaient les initiatives, qui se filmaient dans les chambres des gens, avec les sous-vêtements des femmes, en exposant ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont envoyé en Israël à leur famille, parfois en tant que cadeau, ou qui montraient comment ils fument des cigarettes tout en appuyant sur un bouton qui fait détruire ou exploser des tas de maisons dans des quartiers résidentiels. Donc le domicile était mis en place et en plus, il a été montré en tant qu'arme de guerre pour briser encore plus les Palestiniens à Gaza. Troisième site, c'est l'écocide. Il y a des photos de satellites que le journal The Guardian en Grande-Bretagne a publiées, et puis Forensic aussi, je vous recommande, ils font un travail excellent qui montre comment il y a eu une destruction systématique des terres agricoles, écocide de l'écologie. Et donc, comment ça a été une destruction systématique des terres agricoles, de certains espaces qui permettent aux Palestiniens l'équilibre alimentaire, mais aussi la relation avec la terre qu'ils ont dans plusieurs régions, notamment dans le nord et le centre de Gaza. En plus, avec l'usage d'armes qui peuvent laisser des traces pendant de longues années. Et entre parenthèses, il y a, je pense, 13 ou 14 attaques aussi en phosphore blanc documentées, pas seulement à Gaza, mais même au sud Liban, qui rendent certaines terres agricoles, on ne peut plus les utiliser pendant très très longtemps. Donc les gens qui y vivaient ou qui avaient leur agriculture là-bas sont obligés de partir aussi. Et Sud-Liban, c'est autre histoire, c'est moins difficile, mais je parle de Gaza, c'est une catastrophe avec tout l'état dans lequel cette région, cette zone est aujourd'hui. Après, il y a quelque chose aussi qui montre à quel point la barbarie qui s'abattait sur les Gazaouis cherchait à ne pas permettre un avenir à Gaza en la destruction des écoles, des universités et le meurtre des professeurs, des enseignants et des cadres scolaires et universitaires. On a des statistiques et dans le monde anglo-saxon, le terme qui a été utilisé, c'est scholasticide ou ce qu'on a dit en France, éducide, détruire le système d'éducation. Il y a, je pense, 106 professeurs universitaires qui ont été tués. Certains font partie des victimes civiles ciblées par les bombardements. D'autres ont été ciblés dans leur qualité de professeurs. Certains ont même reçu des SMS avant, surtout quand il s'agit de personnes qui travaillent ou qui enseignent tout ce qui est informatique et des ingénieurs. Il y a plus de 240 enseignants qui ont été d'écoles, de collèges et de lycées qui ont été tués. Évidemment des milliers de lycéens, de collégiens et d'étudiants universitaires. Et il y a la destruction également systématique des universités à Gaza et de dizaines d'écoles. Et les universités, ce n'est pas juste un bombardement, des opérations militaires, parce que soi-disant le Hamas a des combattants ou des tunnels sous les universités. Il y a des vidéos, encore une fois documentées par les soldats israéliens eux-mêmes, que d'ailleurs l'Afrique du Sud a montré lors des présentations à La Haye, comment on faisait exploser des universités derrière et les soldats qui célébraient. Ou comment on bombardait des espaces universitaires pour détruire ces universités qui coûtent extrêmement cher, de les équiper, de pouvoir les reconstruire, de pouvoir avoir des étudiants, encore une fois, là-bas, et des laboratoires, des équipements. Évidemment, n'en parlons pas du coût humain qui est le plus important. Et pour avoir un professeur universitaire ou un médecin
le nombre de médecins tués à Gaza dans des conditions extrêmement difficiles. Imaginez les sacrifices des familles pour éduquer, pour offrir de l'enseignement à leurs enfants afin qu'ils puissent devenir médecins, ingénieurs, informaticiens ou autres. Mais je parle de ce qu'Israël a visé spécifiquement. Et la destruction du système sanitaire également, les hôpitaux, les dispensaires, le meurtre des médecins, des ambulanciers, des infirmiers, infirmières, aides-soignants, etc. Donc, tout cela s'inscrit dans cette logique génocidaire et il est très difficile de ne pas utiliser ce terme génocide et je trouve que c'est beaucoup plus une lâcheté de ne pas l'utiliser qu'une précaution d'un point de vue juridique des juristes. C'est vrai que les actes ne suffisent pas pour décrire ces crimes ou les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Utiliser le terme génocide pour les qualifier parce qu'on dit qu'il faut toujours l'intention génocidaire, il faut qu'elle soit claire. Mais encore une fois, les Palestiniens, de même que l'Afrique du Sud, ont une excellente documentation sur toutes les déclarations qui montrent une intention. Et il y a un database, un site de database qui a au moins 500 déclarations génocidaires et qui sont classifiées. Vous avez des déclarations par des militaires, et je ne parle pas de soldats, je parle de gradés. Vous avez des déclarations par des politiques, soit des élus, soit des ministres. Vous avez des déclarations par, évidemment, ce qu'on connaît, Gallant, Netanyahu, le président, toute la question des animaux humains, toutes les métaphores bibliques, toute l'idée d'anéantir the devil, le diable. Vous avez plein de... Et puis vous avez des religieux, des journalistes. Donc il y a toute une classification qui montre aussi que l'intention est là. Après, le point de vue où ce que les Israéliens défendent, c'est qu'il n'y a pas toujours des... ce sont plutôt des initiatives, il n'y a pas des directives écrites, que eux, quand ils envoient, et je pense qu'ils ont envoyé un booklet, un livret à la Cour pénale, à la Cour internationale de justice, qui montre qu'ils demandent à tous leurs soldats dans la formation qu'ils font de respecter les conventions de Genève, le droit international humanitaire. Mais si on regarde tout ce qui s'est passé, toute la documentation pendant 9 mois qui nous permet de le voir, si on voit les déclarations, la question génocidaire se pose sans aucun doute. Et au moins, d'un point de vue politique, les risques de ce génocide sont là. Et donc, la convention, qui est celle dont vous avez parlé au début, c'est une convention qui nous appelle non seulement quand un génocide a lieu à agir, mais pour prévenir, pour empêcher, on empêche un génocide d'avoir lieu s'il y a un risque ou s'il a commencé, il faut tout de suite l'arrêter. Donc il y a tous les éléments qui montrent que des actes génocidaires, qu'une guerre génocidaire est en cours ou qu'on a dépassé même le risque génocidaire avec tout ce qui se passe et il faut absolument, selon la Convention, intervenir pour l'arrêter. Et intervenir pour l'arrêter, ce n'est pas seulement envoyer quelques convois humanitaires, comme c'est le cas. Ce n'est pas seulement ce surréalisme qu'on voit parfois sur les écrans, des parachutes qui tombent sur les gens avec de la nourriture et des médicaments, et en même temps des bombes qui leur tombent dessus, et parfois la source de l'aide alimentaire et des bombes est la même, des pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique. Donc il y a quelque chose d'extrêmement frappant, de barbarie vraiment dans tout ce qu'on voit, qui dépasse même certains programmes. Si vous avez vu Hunger Games, c'est une série qui a eu beaucoup de succès auprès des jeunes, où il y a un centre, en fait une direction qui sépare, qui divise les gens en différents districts, et après il y a un jeu dans lequel on peut leur obliger parfois de s'entretuer, on leur donne de la nourriture et quand ils viennent la chercher, on leur tire dessus. C'était il y a quelques années et aujourd'hui, on a même dépassé l'atrocité de tout ce qu'on a vu auparavant. C'est très important que ce sont des pays comme l'Afrique du Sud qui portent cette cause aujourd'hui, à la fois parce que l'Afrique du Sud est un État non seulement du Sud, mais avec toute son histoire de lutte contre l'apartheid. Et il faut toujours rappeler qu'Israël était le premier allié du régime sud-africain
d'apartheid. C'était une alliance stratégique et ils n'avaient jamais même respecté les sanctions quand l'Afrique du Sud a été isolée. Même leur programme nucléaire était commun. Donc l'Afrique du Sud aujourd'hui qui mène ce combat, c'est très symbolique, significatif et en même temps évidemment concret. D'autant plus que c'est un pays qui a connu une transition démocratique. Je suis content que ce ne sont pas des États arabes qui mènent ce combat-là. Parce que ce sont des régimes corrompus, dans une grande partie criminels, et donc tant mieux qu'ils restent un peu de côté. Hein. L'Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, l'Espagne aujourd'hui, des pays démocratiques qui ont une tradition, une histoire, et même l'Espagne. L'important, ce n'est pas seulement que c'est un pays européen. L'Espagne qui aujourd'hui est dans une logique de retrouver son passé qui a été pendant longtemps occulté, le franquisme, le fascisme, etc. L'Espagne qui intervient, c'est très important et ça montre aussi que ceux qui avaient mis en place des mécanismes pour que le droit international s'élabore et se construit après la Deuxième Guerre mondiale, donc les Occidentaux, les Européens, les Américains, aujourd'hui ne mènent plus ce combat juridique, politique et éthique. Ce sont plutôt d'autres pays comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, le Chili, heureusement il y a l'Espagne et autres qui le mènent. Et j'espère qu'il va aboutir. Mais de toute façon, le fait qu'Israël soit sur les bancs des accusés, qu'il doit se défendre d'actes d'une atrocité pareille, lui qui a toujours bénéficié ou même profité d'un exceptionnalisme qu'on pensait presque éternel, là, aujourd'hui, cela est questionné. Hein, cet exceptionnalisme, vu l'histoire, vu l'instrumentalisation de tout ce qui s'est passé, encore une fois en Europe, quelque chose peut-être change, même si ça prend du temps, mais c'est un tournant très important à ce niveau. On vit aujourd'hui peut-être un moment à la fois extrêmement douloureux. Le génocide se poursuit en Palestine et c'est vrai, il y a une idée un peu insoutenable, c'est que nous vivons avec le génocide sur nos écrans et à côté de nous, à quelques heures de là, depuis des mois. Pour ceux qui ont vu le film Zone d'intérêt, ce film-là, Zone d'intérêt, Zone of Interest, dans lequel on voit une famille vivre, poursuivre sa vie, la femme de l'officier, lui qui va chaque jour au travail, et son travail consiste à tuer, à organiser la solution finale. En même temps, il envoie des directives très claires pour punir les soldats qui ont coupé des roses et des fleurs, qui essayent d'embellir ou de cacher l'horreur. Il y a la famille qui continue sa vie et il y a juste le mur qui sépare. J'ai l'impression parfois qu'on vit quelque chose de similaire. Évidemment, nous ne sommes pas comme la famille du nazi, donc ce n'est pas nous les complices ou les silencieux, mais on est en train de hausser la voix et on n'arrête pas de le faire. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se déroule et qui nous échappe et qui arrive chaque jour avec des scènes de violence inouïe, avec des études de médecins qui montrent de plus en plus à quel point tous les chiffres sont sous-estimés, qui expliquent comment on ampute parfois et on coupe des membres, bien qu'avec un minimum d'aide humanitaire et médicale, on aurait pu éviter des scènes pareilles. Et récemment, il y a quelques jours, le journal Lancet, qui est la référence dans tout ce qui est publication médicale à Londres, qui avait déjà publié il y a des années un excellent rapport sur la Syrie, a publié avant-hier ou le jour d'avant une estimation selon laquelle il se peut que le nombre de morts ou de personnes tuées à Gaza dépasse les 130 000. Parce que souvent on sous-estime le nombre des morts, contrairement encore une fois à 30 000 morts selon le Hamas. Non, c'est autre que c'est un ministère de santé avec des professionnels à Gaza qui travaillent, autre que très rarement leurs chiffres ont été contestés. La question aussi, et ça je le connais parce que j'ai travaillé 10 ans à la Croix-Rouge, y compris durant la guerre au Liban, les dernières années de la guerre, il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer des chiffres effrayants de morts et de pertes à Gaza.
Et donc pour conclure, je vais juste terminer avec cette idée à mon avis aussi qui est très dangereuse et qui va au-delà de Gaza, c'est la banalisation de la violence de masse. C'est qu'on peut la voir. Il y a eu pendant un moment de mon travail sur la Syrie, on disait à partir de 2011 qu'est-ce qui s'est passé en Syrie dans les années 80 quand il y a eu les massacres de Hama, les massacres de la prison de Palmyre. Il n'y a pas eu de réaction dans le monde parce qu'on n'a pas vu, parce que c'était à huis clos. Et les Syriens ont pensé que si jamais ils filmaient, ils documentaient, le monde va bouger pour les sauver. Ça ne va pas rester comme ça. Il y a eu 500 000 morts en Syrie. On sait que le monde n'a pas vraiment bougé. Là, à Gaza, la documentation et la couverture est encore plus importante. Et cette fois, elle n'est pas juste par téléphone portable. Il y a certains médias qui continuent à travailler à l'intérieur, notamment du côté arabe, Al Jazeera et autres. Il y a des journalistes professionnels palestiniens qui font un excellent travail et qui sont ciblés régulièrement par les Israéliens pour les éliminer et pour en finir avec leur couverture, qui nous donnent des informations, qui nous donnent des images. Il y a toute la technologie qu'on a aujourd'hui, que ce soit les satellites ou le travail de forensique ou autres, et toutes les missions de médecins qui ont visité et qui sont sortis avec des témoignages, avec des preuves. Et malgré cela, on a encore, je ne parle pas de nous, heureusement que des catégories des sociétés civiles bougent. Il y a de plus en plus une politisation grâce à la question palestinienne. Il y a de plus en plus de prise de conscience au niveau de la nouvelle génération, dans les campus, les étudiants, on les voit aux États-Unis, ici, dans les stades de football dans le monde arabe, puisque les manifestations ne sont pas tolérées, donc on trouve des moyens dans les stades d'exprimer le soutien, ce qu'on ne peut pas exprimer dans un espace public, vu encore une fois les régimes arabes et leur volonté d'écraser ce sujet aujourd'hui. Il y a des choses dans la société civile qui promettent peut-être d'une meilleure solidarité et d'un travail plus consistant pour continuer à soutenir les Palestiniens, pour documenter. Et il y a des États qui commencent à, comme on l'a dit, Afrique du Sud et autres, à aller vers des procédures juridiques extrêmement importantes. Mais quand même, la guerre se poursuit, les crimes se poursuivent et la crainte que la normalisation avec cela permet aussi à d'autres acteurs plus tard d'aller dans des guerres aussi atroces et de considérer que l'action prend du temps et donc on peut pendant un moment profiter de l'impunité. Et d'ailleurs, je pense, et je termine là, que s'il y a un grand avantage aussi par rapport à le travail que fait l'Afrique du Sud et autres, c'est d'essayer de mettre fin, ou du moins de combattre l'impunité. Parce que l'impunité, c'est ce qui a été le poison de toute cette région. L'impunité d'Israël, l'impunité de beaucoup de régimes arabes, et d'ailleurs, de temps en temps, ils se renvoient « Ah, mais nous, on ne tue pas, mais Israël a tué plus. » Maintenant, Israël dit « Oui, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Syrie, pourquoi vous ne parlez que de nous ?» Donc, se renvoyer cette question de l'impunité et qui tue plus a été une catastrophe pour la région, parce que tant qu'on peut s'en sortir avec un crime de guerre, puis un crime contre l'humanité, puis peut-être un génocide, pourquoi ne pas répéter cela et pourquoi ne pas se sentir puissant d'une manière qui ne pose aucun problème? Et je termine avec le veto, qui a toujours été utilisé dans ces dernières années pour renforcer l'impunité, transformer un outil qui, à l'origine, après 1945, voulait créer un équilibre pour la paix mondiale, pour éviter que les grandes puissances nucléaires ne s'affrontent pas, donc on leur accorde le droit de veto. Depuis des années, le droit de veto n'est utilisé que pour protéger des criminels alliés. Donc ça a été utilisé par les États-Unis d'Amérique 54 fois par rapport à la question israélo-palestinienne, et récemment 3 ou 4 fois pour opposer soit un cessez-le-feu, soit des initiatives. Et ça a été utilisé par la Russie 13 ou 14 fois en Syrie. Donc on a transformé l'outil qui était privilégié au sein du Conseil de sécurité en un moyen de préserver l'impunité de certains alliés quand ils commettent des crimes. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
est extrêmement frustrant quand on voit que 160 États à l'Assemblée générale votent pour un cessez-le-feu et puis au Conseil de sécurité, il y a un seul bras qui se lève et la résolution ne passe pas. Ça montre à quel point le monde dans lequel nous vivons a besoin de réformes, de réflexion par rapport à la Palestine également, qui nous réunit aujourd'hui, mais par rapport aussi à plein d'autres questions qui posent problème pour des populations entières. Et je vous remercie.